Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport, est l'invité de Face à nous. Bonsoir. Bonsoir Michel Grossieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi, Vincent Vantinghem de 20 minutes, notre partenaire, pour ce rendez-vous au cours duquel nous attendons vos réponses sur nombre de sujets. Tiens, sur le bilan des 3 ans de Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes ministre, avant même à son arrivée à l'Élysée, Dominique Bussereau. On attend également vos réponses sur vos dossiers qui occupent une place prépondérante dans l'actualité. Je pense notamment aux nuages de cendres, qui nous oblige à surveiller désormais l'orientation du vent. 300 vols ont été supprimés ce mercredi dans l'espace aérien, sur un total de près de 30 000 en Europe, il faut le dire. Mais est-ce que vous êtes sur le qui-vive? Écoutez, nous avons tenu hier à Bruxelles une réunion extraordinaire des ministres des Transports de l'Union européenne pour faire le point, pour voir ce qui ne s'était pas bien passé pendant la première crise, grosso modo un petit retard à l'allumage de la réaction commune de l'Europe, voir comment on peut, même quand il y a des cendres, voler à certaines hauteurs, dans quelles conditions. Au-dessus, notamment, au-dessus du nuage. Voler au-dessus, comment, quand il faut passer dans le nuage, jusqu'à quel niveau de cendre on peut accepter la résistance des moteurs sans mettre en danger la sécurité de l'avion et bien sûr celle des passagers. Donc je pense qu'on est mieux armé aujourd'hui pour suivre ce type d'événement qu'il y a 15 jours. La menace, elle est toujours là. Le volcan continue d'émettre des cendres, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit à l'instant, des annulations de vol dans le ciel islandais et puis dans la partie nord de l'espace britannique, en particulier dans la zone de l'Écosse, où un certain nombre de vols sont annulés. Donc on est obligé d'être prudent. Mais si demain le nuage venait à plus se répandre, on aurait de bien meilleurs moyens de vivre cette nouvelle crise que nous l'avions la première fois. C'est-à-dire qu'on n'annulerait pas tous les vols? On n'annulerait pas tous les vols, on saurait maintenir certains couloirs aériens, on saurait où passer, on aurait des couloirs aériens pour passer différemment, par exemple, pour aller vers l'Amérique du Nord. Donc tout ça a été étudié, nous avons passé hier la journée. À la mi-avril ne se reproduira pas. Sauf si plusieurs volcans islandais venaient à... Plusieurs d'un coup. Etc. Ou le puits de Dôme à se réveiller. Mais enfin bon, le Sancy, on n'en est pas là, quoi. Vincent. Vous allez d'ailleurs aussi revoir à l'échelle européenne l'espace aérien. J'ai cru comprendre que d'ici la fin de l'année, des accords vont être signés. Vous pouvez nous en dire un mot? On va faire 2 choses au niveau européen. La première, c'est mettre en place des blocs communs d'espace. Quand un avion décolle de Roissy, au bout de quelques minutes, il est quasiment au-dessus de la Belgique. Donc, on va maintenant gérer tout un bloc d'espace, grosso modo, le Benelux, l'Allemagne, la Suisse et la France, avec un dispositif commun de contrôle aérien qui va permettre de simplifier les routes, d'utiliser moins de kérosène, d'améliorer la sécurité des appareils, etc., etc. Et deuxièmement, on est en train de revoir toute la navigation aérienne. Pour l'instant, vous décollez avec des contrôleurs qui vous donnent l'autorisation au départ pour l'équipage. Ensuite, vous avez un contrôle de route, puis un contrôle à l'arrivée, plusieurs contrôles de route si vous allez très loin. On va essayer de mettre en place tout un système européen qui s'appelle César, dans lequel la France joue un grand rôle, qui est un système de constellation satellitaire. Et le contrôle des avions se fera beaucoup plus directement par l'appareil lui-même qui se repérera sur les satellites. Et les contrôleurs ne joueront un rôle primordial que dans les phases de décollage et de montée et dans les phases de descente et d'atterrissage. Donc ça va simplifier. Par exemple, sur un vol Paris-Milan, on va gagner 10 minutes, un quart d'heure. Donc moins de consommation de kérosène, moins de temps pour le passager et un moindre coût pour les compagnies aériennes et donc pour le passager. Donc tout ça, l'Europe est en train de le bâtir. D'accord, il était temps. Mais... Vous savez, on sera les premiers au monde. Les Américains sont en train de bâtir un système de même nature qui est en retard par rapport à l'Europe. L'Europe sera la première à avoir un système tout à fait intégré, tout à fait moderne, de gestion de son trafic. D'accord, sauf que l'Europe est divisée, puisque chaque pays revendique la souveraineté de son espace aérien, dont la France d'ailleurs, Dominique Bussereau. Il y a déjà des choses qui existent. Par exemple, il y a un système qui s'appelle Eurocontrol, qui donne les slots, qui donne les créneaux de décollage et d'atterrissage au niveau européen, qui est déjà une espèce de coordination des centres de contrôle européens, en particulier dans la partie nord de l'Europe. Et puis ensuite, on aura donc ces blocs d'espace communs. C'est-à-dire que l'espace ne sera plus simplement français, il sera géré conjointement avec les Suisses, conjointement avec les Italiens, donc etc. on renonce un peu à notre souveraineté. On renonce pas à notre souveraineté puisqu'il y aura toujours une priorité à la défense nationale, par exemple aux vols militaires, aux espaces militaires, mais on gérera un avion non plus avec un contrôleur aérien qui, dès que vous êtes au-dessus de la Belgique, vous prend en vol, il pourra vous poursuivre votre vol jusque, par exemple, au milieu de l'Allemagne. Donc ça sera des choses fondées sur, je dirais, l'homogénéité du contrôle et plus sur les frontières. Et donc ça, c'est demain. Nous signerons le contrat avant la fin de l'année. Ensuite, il y a naturellement des dispositions sociales, une négociation avec les personnels à mener, mais ce sont des choses qui sont parties, qui vont se faire. Mais avant demain, il y a aujourd'hui, vous avez dit il y a eu du retard à l'allumage tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez la colère des passagers qui ont du mal à se faire indemniser aujourd'hui ? Alors, il y a 2 choses, si vous voulez. Il y a les passagers qui ont dû différer leur départ ou leur arrivée.
Ceux-là ont effectué leur vol, et la plupart du temps, si la compagnie aérienne était sérieuse, avait le sens commercial, elle leur a offert les nuits d'hôtel, les repas, etc. Bah, c'est pas le cas, hein. Ça les dépend, nuits d'hôtel. ça dépend des compagnies. Je voudrais dire que les compagnies françaises se sont bien comportées. Qu'il y a d'autres compagnies et qui ont considéré les passagers plutôt comme une carte d'embarquement et un chèque ou une carte bleue que comme une personne humaine. Hein. Et je pense que les passagers s'en souviendront dans leurs futures réservations. C'est-à-dire des pour compagnies voyager. qui exercent en France. Des compagnies qui exercent en France et en Europe. Quelles mesures prendrez-vous contre elles alors? Écoutez, la première mesure, c'est les clients qui vont la prendre, hein, parce Ouais, que mais vous, ils sont bah, échaudés. ils vont pas. Nous, on va leur dire que quand on veut perdurer, il suffit pas de s'acheter de belles pages de publicité dans les magazines en couleur. Il faut aussi, quand on a des passagers coincés à New Delhi, leur offrir une nuit d'hôtel et pas les laisser se débrouiller avant d'attendre le vol. Est-ce que c'est un élément que vous allez prendre en compte si l'Europe devait venir à aider les compagnies aériennes financièrement? Alors d'abord, l'Europe n'aidera pas les compagnies aériennes financièrement. Hier, ça n'a pas été le sujet de notre réunion. Notre réunion, c'était pour gérer ce type de crise, les gérer mieux à l'avenir. Bon. Ensuite, chaque pays peut faire ce qu'il veut dans le cadre de la subsidiarité. Pour l'instant, nous n'avons pas de demande officielle des compagnies. On peut les aider par d'autres moyens, faciliter des vols, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'aide budgétaire décidée par aucun gouvernement en Europe pour leurs compagnies. Et pourtant, vous chiffrez les pertes à combien? Il y a ensuite le programme, pardonnez-moi, il y a ensuite le problème des tours opérateurs. Oui. Et là, c'est ce qu'a fait mon collègue Hervé Novelli avec l'UFC Que Choisir, c'était un certain nombre de gens, pour essayer de trouver des accords pour ceux qui passaient par une agence ou qui avaient un voyage avec un séjour touristique en plus du voyage. Quel est le montant des pertes pour le secteur aérien français? Alors écoutez, pour le secteur aérien français par jour, c'est de l'ordre de, je dirais de l'ordre de 200 millions d'euros peut-être. Hein, oui. Sur cette période. Mais les compagnies que vous incriminez, ce sont plutôt les low cost, les compagnies de charter? Écoutez, d'abord, j'incrimine personne. Vous dites que certaines se sont mal tenues, mal comportées. Je laisse vos téléspectateurs ou les lecteurs de votre journal les reconnaître à travers mes propos. Il m'appartient pas de les dénoncer, mais les passagers sauront reconnaître ceux qui les ont bien traités et ceux qui les ont moins bien traités. Et les gouvernements sauront s'en souvenir. Alors certains voyageurs estiment qu'ils sont aujourd'hui encore maltraités. Alors il y a eu un accord entre les voyagistes, les tours opérateurs et l'UFC Que Choisir, effectivement. Mais il y a encore des tours opérateurs notamment qui vont proposer des avoirs plutôt que des remboursements, des dates imposées de vol. Écoutez, ça c'est la responsabilité de mon collègue Hervé Novelli. Je pense qu'il s'en occupe sérieusement. Il a mis en place un numéro vert en début de semaine. Est-ce que la France n'a pas trop tardé? Écoutez, franchement, quand j'observe ce qui est fait dans les autres pays européens, la lecture de la presse allemande, anglaise, etc., je trouve que la France a bien maîtrisé cette crise globalement. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce mais je pense que les passagers qui étaient coincés ont certainement une autre opinion, il faut se mettre à leur place. Ils sont tous rentrés là, vraiment, il n'y en a plus un seul. J'en ai croisé un tout à l'heure dans les couloirs du Sénat, mais c'était un sénateur qui est rentré, donc tout va bien. Bon, d'accord. Évoquons les questions aériennes. Pourquoi demander la poursuite des recherches des boîtes noires du vol Rio-Paris aujourd'hui? C'est votre initiative? Est-ce qu'il y a vraiment encore un espoir? D'abord, nous le devons aux familles. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai, le 1er juin, ce sera l'anniversaire malheureux de cette épouvantable catastrophe. Les familles veulent savoir. Donc tant qu'il y a possibilité de chercher, nous cherchons. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver? Attendez, nous devons ça aux familles, nous le devons au transport aérien en règle générale, nous le devons aussi à la compagnie Air France qui a perdu un avion et des personnels. Donc tant qu'on peut chercher, on cherche. Est-ce qu'on va trouver? Je n'en sais rien. Ce qu'a fait le bureau études-analyses, c'est de définir dans l'Atlantique une zone à partir d'études de courant, de toute nature, dans laquelle il estime qu'on peut trouver les enregistreurs de vol, ce qu'on appelle les boîtes noires. Donc ils ont cherché déjà pendant plusieurs semaines, avec des moyens considérables, les moyens les plus modernes au monde, des moyens qui ne sont pas dire tous français et européens, ils n'ont rien trouvé. Donc nous avons décidé, avec Jean-Louis Borloo et le Premier ministre, de redonner une période qui aille jusqu'à peu près la date anniversaire de l'accident, c'est-à-dire autour de la fin mai du 1er juin, pour continuer de chercher, à la fois dans la zone qui a déjà été fouillée, et puis à proximité pour élargir la zone. Et nous avons naturellement l'espoir de trouver. Mais c'est très très difficile. Si on ne trouve pas, eh bien on n'aura malheureusement jamais de réelle explication, parce que seule la lecture des enregistreurs de vol, à condition, si on les trouve, qu'ils soient d'ailleurs déchiffrables,
nous permettra de connaître les causes de cette catastrophe. Et certaines informations de presse récemment ont pointé le mauvais entretien par Air France des fameux sons Pitot. Est-ce que vous avez des informations là-dessus et est-ce que vous êtes en mesure de démentir? Non, mais c'est pas à moi de démentir la presse. Il y a un bureau enquête-analyse qui est un des meilleurs au monde. Il est reconnu comme tel dans le monde entier, par tous les autres pays. Il est critiqué parce qu'il ne prendrait pas vraiment suffisamment ses responsabilités en désignant un responsable. Oui, un bureau d'enquête-analyse, qu'on appelait auparavant bureau enquête-accident, il dit les choses quand il le sait. Comme on n'a pas trouvé les enregistreurs, on ne sait pas. Donc le reste du temps, on fait des hypothèses. Il dit tout ce qu'il sait. Il a toujours dit tout ce qu'il sait et il a toujours été à la pointe dans le monde entier des recherches. D'ailleurs, dans beaucoup de domaines, un autre accident qui s'est produit un mois après, qui est l'avion de la Yéménia qui s'est écrasé à côté de Moroni, aux Comores. C'est le bureau enquête-analyse français qui a été appelé en appui par les autorités comoriennes et yéménites. Voilà. Mais on peut pas en matière d'accident aérien, c'est trop grave, raconter n'importe quoi. Alors on peut écrire des articles de presse, on peut faire des hypothèses, on peut faire plein de choses. Il y aura peut-être même des bouquins qui seront un jour écrits sur cette catastrophe. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé les enregistreurs, on ne saura pas. D'accord. Et le BEA est quand même vivement critiqué, notamment on le voit à travers le procès Concorde qui se tient en ce moment. Sur sa gestion des faits. Il n'est pas vivement critiqué, il s'explique dans le procès Concorde, qui est devant la justice, et vous verrez bien ce que disent les magistrats. Il est critiqué par ceux qui s'estiment mis en cause, en particulier la compagnie américaine, qui est accusée dans le cadre de cette procédure d'avoir fait tomber une pièce d'un avion qui aurait entraîné, selon les résultats de l'enquête, la perte des réacteurs du Concorde et l'écrasement de l'avion. Mais il est critiqué par la partie adverse, qui défend une autre thèse pour des raisons économiques et compréhensibles. Dans ce procès, aucune partie civile finalement n'est présente puisqu'elles ont toutes été indemnisées. Il y a 4 mois de procès. De quel œil vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, c'est une affaire qui a eu lieu lorsque je n'étais pas ministre. C'était Jean-Claude Guessot à l'époque qui était ministre des Transports. Moi, j'étais député de l'opposition. Je l'ai suivi naturellement, comme tous les Français, avec passion, par la presse, par les images de la radio, de la télévision. Ce que je souhaite pour la mémoire de ces familles, qui étaient pour la plupart allemandes, de cet équipage, qui était composé de Français, de cet avion merveilleux qui a été le Concorde, qui est une grande réussite de l'histoire aérienne, même pas sur le plan économique, mais sur le plan technique. On souhaite naturellement que ce procès puisse donner des éléments pour établir la vérité, qui, je pense, est celle du BEA, mais c'est aux magistrats de se prononcer. Alors, parlons de Cynthia maintenant. Oui. Vous êtes doublement concerné comme membre du gouvernement et président d'un département directement, hélas, concerné. Les premières plaintes sont déposées aujourd'hui par des familles de victimes. Est-ce que vous estimez que l'État peut juridiquement être attaqué aujourd'hui? Vous savez, les plaintes qui sont déposées, je pense à quelques célèbres avocats parisiens qui sont venus, sont des plaintes qui d'ailleurs sont déposées pour diverses raisons. Enfin, il y a des plaintes déposées contre X, il y a des plaintes qui peuvent concerner des maires de communes, qui peuvent concerner l'État, etc. Oui. Pour l'instant, on ne connaît pas bien les chefs d'accusation. C'est des plaintes pour des morts de personnes, et on ne sait pas qui peut porter la responsabilité. Bon, moi je connais moins bien le cas de la Vendée. Vous l'avez dit, je suis président de l'exécutif de la Charente-Maritime. Mais si vous regardez par exemple en Charente-Maritime une des communes de l'île de Ré qui ont été submergées, de mémoire d'hommes, mais même quand on va dans les archives, il faut aller à des siècles lointains, pour trouver des responsables. Donc c'est facile de dire j'attaque les élus, j'attaque les promoteurs immobiliers, j'attaque les méchants, les gens qui ont fait du fric, etc. Voilà, il faut s'attaquer aux descendants du seigneur du XIIe siècle qui a établi le village de pêcheurs dans un endroit de la côte. Donc il faut voir les choses différemment selon les lieux. C'est assez différent en Vendée qu'en Charente-Maritime. Et en Charente-Maritime, ça concerne 14 communes, dont 3 îles. L'île de Ré, l'île d'Oléron, la petite île d'Aix. Et donc à chaque fois, il y a des cas très particuliers. Alors vous estimez que le gouvernement a mal communiqué, notamment sur la délimitation des zones noires. Est-ce que vous pouvez... Non, ce que nous avons dit avec le Premier ministre... Vous avez dit que la communication avait fait pchit. Ce que nous avons dit, non, je n'ai pas utilisé cette expression célèbre, qui avait été utilisée par le président Chirac à Angoulême chez vos confrères de France 3, pour la ramener à son histoire. Non, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'on a parlé de zones noires. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les PPR, les plans de prévention des risques, il y avait le terme de zone rouge, donc on a, des choix de technocrates. Et en réalité, la bonne appellation, c'est celle qu'a rappelé le Premier ministre et également Jean-Louis Borloo, les zones de solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans cette zone, vous êtes propriétaire d'une maison qui a été submergée. Et là encore, il faut faire toute la différence entre une maison submergée, qui a pu entraîner la mort, et une maison inondée, où l'eau n'a fait que traverser sans entraîner de dommages corporels. Vous pouvez vendre votre maison immédiatement, là, dès demain, à l'État, plein pot, c'est-à-dire plein pot, le prix d'avant l'événement, y compris le foncier, pour vous permettre, vous êtes au bord du littoral, de vous réinstaller à proximité
dans le même type de terrain dans des communes littorales. C'est ce qu'on choisir les habitants dans la majorité des cas selon vos informations aujourd'hui? Selon mes informations, semble-t-il, dans beaucoup de cas, dans le département de la Vendée, parce que là il s'agit surtout de résidences secondaires dans 2 communes avec une topographie très particulière. En Charente-Maritime, d'après mes informations, dans certains cas, d'autres personnes vont vouloir rester. Alors c'est là où la procédure a été humanisée et simplifiée. Vous dites je veux rester parce que ma maison a eu que quelques centimètres de haut, parce que j'ai été inondé mais pas, etc. Parce que j'ai une mezzanine et que j'ai pu me réfugier dedans, parce que j'ai un escalier en hauteur, etc. Là, à ce moment-là, il y aura une enquête contradictoire faite avec la participation des collectivités, de l'État, de la personne considérée. Si l'enquête dit vous pouvez rester, vous restez sous votre propre responsabilité. Si l'enquête dit c'est dangereux, là l'État se lancera dans ce qu'on appelle une procédure d'utilité publique, donc c'est assez lourd, sous le contrôle du juge administratif en première instance, de la cour administrative d'appel en seconde, du Conseil d'État en troisième, du juge civil qui fixera le prix d'expropriation. Et donc là, il y a toutes les garanties juridiques pour le citoyen de pouvoir se faire entendre. Il faudra partir. Pas obligatoirement, parce que la procédure étant sous contrôle du juge, le juge peut in fine dire vous restez. Mais il faudra avoir la possibilité, si un événement de cette nature se reproduisait, d'expliquer comment on peut ne pas avoir de dommages personnels. Alors certains avocats de la place parisienne... On peut aussi, pardonnez-moi, laisser des habitations diurnes. Par exemple, un restaurant, quelque chose, on ne dort pas la nuit, aussi un événement de mer, en pleine journée, qui est connu à l'avance naturellement, on peut évacuer les gens. Donc oui, je disais, certains avocats de la place parisienne, pour reprendre votre appellation, vont contester aussi la délimitation de ces zones nord. Est-ce que vous les comprenez? Comment vous voyez ça? Vous savez, les avocats, c'est Maître Collard, c'est Madame Lepage aussi, qui sont sur place. Ancienne ministre. Oui, comment vous les voyez, vous, arriver là, ils sont sans plaisir, débordant, j'ai l'impression. Écoutez, Madame Lepage, je l'ai connue ministre de l'Environnement d'Alain Juppé, je l'ai croisé souvent à Sciences Po, on faisait des cours ensemble, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne connais pas Gilbert Collard, à part par la télévision, naturellement. Madame Lepage est une femme qui connaît les dossiers. Donc, ce que nous faisons en réalité, c'est que ces zones, il y a d'abord les zones noires, et les préfets et le ministère de Jean-Louis Borloo continuent de regarder à la marge dans ces zones noires s'il n'y a pas eu des erreurs d'appréciation, etc. Ça peut encore bouger. C'est un travail qui se fait. Il y a des zones qui ont été classées en orange, c'est-à-dire on a décidé un surplus d'expertise. Ce surplus d'expertise est en train de se faire. En ce qui me concerne, au niveau de mon département, j'ai créé une mission littorale, c'est-à-dire je réunis dans une mission tous les fonctionnaires du département, l'Université de La Rochelle, qui est un institut de la mer et du littoral, pour avoir des éléments également d'appréciation et les mettre à la disposition de ce débat. Est-ce qu'il faut faire ça sur toutes les côtes françaises? Est-ce qu'il faut aller, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, où il n'y a pas eu de tempête, mais qui sait peut-être un jour? De toute façon, vous savez, on a déjà connu des événements de cette nature. La tempête de 1999, 26 décembre dans la zone nord et est de la France, 27 décembre dans la zone sud et ouest, dans mon département de la Charente-Maritime, il y avait eu déjà 14 morts. Et sur ces 14 morts, il y avait des personnes qui s'étaient pris malheureusement des branches, qui étaient mortes brutalement, et d'autres personnes qui étaient mortes de noyade, plus au sud, dans l'estuaire de la Gironde, où l'estuaire était sorti de son lit et était entré dans les terres. Donc ces phénomènes de débordement sur les côtes, y compris celui qu'on a connu heureusement sans dégâts hier sur la Côte d'Azur, à Cannes ou à Nice, sont des phénomènes qui sont habituels. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a des plans de prévision des risques et il faut que les maires, les départements et l'État aient une politique de prévention, d'organisation de l'alerte dans un certain nombre de lieux du littoral français. Dans tous les lieux? Dans tous les lieux où il y a un risque. Parlons d'environnement. Vous avez cité Corinne Lepage. On est en plein Grenelle, en ce moment, ça se discute à l'Assemblée. Voilà, le Grenelle 2 est débattu effectivement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes gagné, vous, comme d'autres aujourd'hui, notamment des parlementaires de la majorité, Dominique Bussereau, par ce qu'on appelle l'écolo-scepticisme? Il paraît que vous en montrez la preuve, notamment en renonçant à certaines mesures phares du Grenelle 2. Vous, secrétaire d'État au transport. Oui, vous voulez me faire avouer des vilainies, alors. Je vais les citer, les pseudo-vilainies. Ah bah quand même, vous renoncez pour l'instant à la taxe sur les poids lourds Non. D'abord, la taxe sur les poids lourds, qu'est-ce que c'est? C'est de dire qu'à partir de 2011-2012, les poids lourds qui circulent sur des routes françaises, des routes nationales, donc sans péage, ou les autoroutes encore gratuites, parce que ceux qui circulent sur des autoroutes concédées payent déjà un péage, paieront un péage qui permet par GPS, par un système satellitaire. Et ce péage qui représentera à peu près 1,2 milliard d'euros par an, c'est comme ça que nous l'avons estimé, nous le mettrons dans le financement des grandes infrastructures de transport collectif, style TGV, port, tramway, etc. On l'attendra. Voilà. Non, mais vous savez, c'est une affaire très compliquée. Il faut couvrir tout le territoire par un système de GPS. Il faut équiper tous les poids lourds français et étrangers. Donc les entreprises qui sont dans l'appel d'offres que nous avons lancé
nous ont demandé quelques mois supplémentaires pour mettre au point leur dossier, parce que c'est un dossier tellement compliqué. En Allemagne fédérale, où les choses ont été faites avec des entreprises françaises, d'ailleurs, il y a quelques années, le projet, à l'époque, avait pris 3 ans, techniquement, de retard. Là, pour l'instant, nous avons 6 mois de retard, et je pense que nous serons capables, en 2011, de l'ouvrir à titre expérimental en Alsace, parce qu'en Alsace, on a un phénomène très simple. L'autoroute allemande étant sous un péage de cette nature, les camions de tous les pays passent sur l'autoroute française, donc il faut que nous couvrions en priorité l'Alsace, et puis dès 2012, on pourra l'étendre progressivement à tout le territoire français. Entre le Grenelle 1 adopté à l'unanimité qui avait suscité beaucoup d'émoi dans la population et le Grenelle 2 aujourd'hui, dont on parle d'écolo-scepticisme, est-ce que vous comprenez les partis de gauche, les associations qui parlent d'un gâchis quand même? Je comprends qu'on fait de la politique. Hein. On est après des élections régionales qui n'ont pas été un véritable succès pour notre majorité. L'opposition se sent avoir du vent qui gonfle ses voiles. La majorité s'est rendu compte aussi que le Grenelle ne rapportait pas de voix, Dominique Bussereau. Et l'opposition fait de la politique. Hein. C'est son boulot. Et si nous étions dans l'opposition, peut-être le ferions-nous aussi. Voilà. Bon, c'est ainsi, c'est la vie parlementaire. Moi, j'étais parlementaire pendant 10 ans. Quand Nicolas Sarkozy Sarkozy dit aux agriculteurs, on attaque pas. L'environnement, ça commence à bien faire. Il fait de la écoutez, politique. L'ancien ministre de l'Agriculture que je suis ne se plaindra jamais que l'on s'occupe humainement des agriculteurs comme le fait le président de la République. Hein, voilà. Bon, et c'est pour ça, notamment, vous, que vous autorisez les camions de 44 tonnes, justement. Ça, c'est un avantage accordé aux agriculteurs. Je vous signale que ça dure depuis la nuit des temps, parce qu'un camion de 44 tonnes, on les utilise déjà depuis des années, pour la desserte des ports maritimes, pour la desserte des ports fluviaux, après les grandes récoltes pour le blé, les betteraves, etc., pour les chablis lorsque l'on coupe des bois dans nos forêts. Ce que fait le président de la République, simplement, c'est pour aider la profession agricole, il a raison, d'élargir à l'ensemble des produits agricoles, parce qu'on était quasiment au bout de la liste, et à l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Voilà. D'accord. Alors, on va parler du bilan des 3 ans de Nicolas Sarkozy. Je vois déjà un excellent livre dans les mains. C'est la brochure publiée par l'Élysée à cette occasion-là. Votre bilan à vous, il figure puisque l'Élysée vante l'ouverture de nouvelles lignes TGV, notamment. Avant d'en parler, d'abord quelques questions politiques pour conclure. J'aimerais vous demander, le chef de l'État, devant les sénateurs UMP, a expliqué qu'il voulait qu'il y ait une loi d'interdiction générale de la burqa assez rapidement. Donc on s'oriente vers une procédure accélérée, mais il a précisé que c'était très difficile concernant les conductrices qui sont au volant avec une burqa, puisque l'automobile est un espace privé. Comment est-ce que vous comptez éventuellement trouver une solution? Très franchement, je n'en sais rien. Je réfléchissais, si ma femme était musulmane et si elle voulait porter la burqa à ma voiture, qui est une Fiat 500, je pense qu'elle aurait du mal à conduire, ni même à entrer dans la voiture avec ce vêtement. Alors, pour parler plus sérieusement, ça fera partie de la discussion du travail du Conseil d'État, du travail parlementaire, etc. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Ce que je pense simplement, c'est que quand on est dans un véhicule automobile, il faut être en condition d'avoir accès à tous les réflexes, et donc on déconseille aux gens, y compris de monter avec une tenue de ski pour conduire une voiture. Voilà. D'accord. Et vous encouragez les gendarmes à verbaliser comme ils ont pu le faire déjà une fois. Je n'encourage personne parce que je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Bon, bien sûr. Un mot sur la sécurité routière. Est-ce que vous avez des projets en la matière? Quand est-ce que vous allez supprimer, par exemple, les panneaux qui indiquent les radars fixes sur la route? On ne va pas les supprimer. On a pris une décision sous l'autorité du Premier ministre début janvier, qui est de les éloigner un peu des panneaux pour éviter ce phénomène, enfin des radars, pour éviter ce phénomène de stop and go, qui consiste à dire on met un grand coup de patin avant le radar et on réaccélère après. Il faut faire attention quand on réaccélère parce que c'est souvent là où se place le deuxième radar, c'est celui mobile, de la gendarmerie ou de la police municipale. Et donc on va mettre un peu de distance, mais ça a été décidé, ça a été mis sur la place publique, donc on prend personne en traître. C'est une question de bon sens et de sens civique. Allez, les 3 ans. Les 3 ans, on est juste après les régionales, vous l'avez dit, on l'est aussi avant 2012. On a même des élections cantonales l'année prochaine pour la moitié des cantons dans notre pays. Oui. Dans son bilan, l'Élysée dit le temps n'est pas à l'inaction, il faut continuer les efforts. Le président Sarkozy doit continuer à réformer. Écoutez, ce qui a fait l'enthousiasme de la candidature du président Sarkozy, c'était la volonté de réforme. Oui, mais on a cru à un moment donné à la pause. Écoutez, j'étais encore ce matin au Conseil des ministres, on a discuté de beaucoup de projets, on a parlé bien sûr de l'aide à la Grèce, qui est un sujet très important pour la France et pour l'Europe. Je ne sens pas un président de la République qui a le pied, pour revenir à notre précédente conversation, sur le frein. Et vous qui avez arpenté les couloirs de l'Assemblée, du Sénat, est-ce que vous avez compris la colère de vos collègues parlementaires après les régionales? Vous savez, moi j'ai une certaine expérience de la vie publique. Après une élection perdue, on est tous de très mauvaise humeur. Hein. Parfois même d'ailleurs ceux qui les ont gagnés, parce que parfois la victoire est difficile à organiser. Mais c'est normal qu'après une élection perdue, et largement perdue, j'ai été moi-même candidat et j'ai échoué
dans ma région Poitou-Charentes contre Madame Royal, c'est normal qu'on ne soit pas au mieux de sa forme. Ça fait partie de la vie publique. Il faut savoir accepter les victoires, les sublimer et puis également comprendre les défaites et en tirer les conséquences. D'accord, bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme ça la vie publique. Bien sûr. Est-ce que vous êtes totalement à l'aise avec tous les sujets aujourd'hui mis en avant par le gouvernement? Je pense au dossier sécuritaire. Votre grand ami Jean-Pierre Raffarin, par exemple, estime que ce n'est pas une bonne chose que de supprimer les allocations familiales aux familles dont les enfants sont trop absents à l'école. Jean-Pierre Raffarin est mon ami, mais moi je suis plutôt partisan de supprimer les allocations familiales avec certainement des règles de contrôle et des formes à mettre en œuvre, parce que je pense que c'est un moyen assez efficace de lutter contre l'absentéisme ou le mauvais fonctionnement de l'autorité parentale. Vous êtes fier du bilan du président Sarkozy quand vous regardez la brochure de 50 pages? Ça fera 8 ans, à la fin de la semaine, que je siège au gouvernement. Donc j'ai été ministre. Vous avez un secret? La bonne humeur. C'est le secret de la longévité ministérielle. Absolument. Non, moi j'ai été ministre de Jacques Chirac avec Jean-Pierre Raffarin, avec Dominique de Villepin, de Nicolas Sarkozy avec François Fillon. Je trouve que d'abord tout ça a un sens. Il y a une continuité de l'action du centre et de la droite à la tête du pays. Et je suis fier de ce que fait Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est un président allant. Moi, j'avais déjà été secrétaire d'État au budget lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances. J'avais vu dans le fonctionnement d'un grand ministère sa volonté de réforme. Je suis à l'aise non pas dans mes baskets, je vais dire dans mes charentaises, puisque je suis un élu de cette région. Mais le jeu est un peu brouillé, vous l'avez vu pour 2012. Et vous pensez qu'il sera candidat? Vous l'incitez à l'être? Écoutez, ça je n'en sais rien. Oui, vous savez, votre volonté. Quand vous regardez les élections présidentielles qui précédaient 93, tout le monde disait Jacques Chirac sera battu par Édouard Balladur ou par Lionel Jospin ou par Jacques Delors. 88, François Mitterrand était... Et on se posait des questions. 80, votre conviction candidat. Donc 2 ans avant, on ne peut rien dire. On peut rien dire. 2 ans avant, on ne peut rien dire. Et puis c'est à Nicolas Sarkozy, en son âme et conscience, de décider de ce qu'il voudra faire pour l'avenir de notre pays. Mais vous êtes plutôt favorable au Joker Borloo, je crois, comme un candidat de premier tour qui pourrait réunir un électorat qui manque au chef de l'État aujourd'hui. Je ne parle pas en termes d'élection présidentielle, parce que là, c'est une autre équation. Je parle en termes d'organisation de la majorité, et je trouve qu'à côté de l'UMP, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir... Vous parliez tout à l'heure de Corinne Lepage, qui a incarné ça à une époque, un parti écolo, bobo, s'attachant aux problèmes urbains, etc. Et qu'il y a plein de gens qui incarnent ce visage dans la majorité. C'est certainement Jean-Louis Borloo qui l'incarne le mieux. Et ça ne signifie pas pour autant une candidature à l'élection présidentielle. Là, c'est un autre sujet. Bien d'accord. Dernière question. Vous l'avez évoqué vous-même, Dominique Bussereau, la situation en Grèce, avec le plan d'aide, effectivement, auquel, bien sûr, participe la France. Journée de grève générale ce mercredi, avec 3 morts, selon un bilan qui n'est pas encore définitif. Est-ce que vous craignez effectivement que ces manifestations et qu'une forme de résistance populaire aux mesures d'austérité prises dégénèrent? Écoutez, moi j'ai vu les images à la télévision en début d'après-midi, avant d'aller aux questions à l'Assemblée nationale. Les images étaient terribles. On pense à ces personnes qui ont brûlé, qui ont été asphyxiées. Je ne connais pas les conditions dans une grande banque du centre d'Athènes. C'est vrai que la potion est dure pour la Grèce, mais c'est la potion de la survie. Et je suis assez fier que l'Europe, même si ça a mis un peu de temps, mais la France a été très moteur. Le président Sarkozy a su convaincre beaucoup d'autres chefs d'État et de gouvernement que la France ait joué un rôle moteur dans l'aide que nous apportons à la Grèce. La Grèce, c'est quand même notre civilisation. Moi, j'ai été heureux quand en 1976, Giscard a fait entrer la Grèce dans l'Union européenne. Je trouvais que c'était un plus pour l'Europe. Ça avait de la gueule de faire entrer cette grande civilisation hellénique qui était la base de l'Europe dans l'Europe. Et aujourd'hui, se retourner vers ce pays pour l'aider, je trouve que je suis assez fier d'une Europe qui fait cela, même si c'est pas facile et même si, par exemple, dans l'opinion publique allemande, je sens bien que pour Mme Merkel, ça a été difficile de faire accepter cette aide. Très bien. Merci Dominique Bussereau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Bonsoir. Le 6 mai prochain, les Anglais sont appelés aux urnes pour élire leur futur Premier ministre. Qui de Gordon Brown, David Cameron ou de Nick Clegg remportera ces élections législatives? Réponse jeudi à 22 h dans une édition spéciale présentée par Sonia Mabrouk sur Public Sénat.
Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, est l'invité de Questions d'info dans un instant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. L'affaire Clearstream n'est pas terminée. Il y a forcément des rivalités. Ça me paraît un peu exagéré. Est-ce qu'il faut bousculer la sacro-sainte retraite à 60 ans? Donc on est nécessairement limité. Mais c'est hallucinant là ce qu'on entend. Venez nous rejoindre pour participer à Ça vous regarde, émission interactive. 2 adresses pour participer, pour poser des questions. www.lcpn.fr et lemonde.fr, la communauté internaute qui chaque soir nous accompagne. Et si vous souhaitez devenir des sentinelles citoyennes, un numéro, un seul, le 01 40 63 90 37, l'occasion pour vous de poser vos questions en direct et d'interpeller nos invités face à votre webcam. Ça vous regarde, c'est ce soir à minuit. Électrochoc solidaire, prise de conscience salutaire. Lorsque les députés s'immergent dans le quotidien de leurs administrés, le résultat est à ne pas manquer. Une activité très matinale, l'activité postale. C'est vous qui êtes dans ma carte? Oula. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a dit qu'il allait improviser. C'est pas facile, je trouve. J'ai envie de rentrer dans le cœur du métier. C'est pas facile la vie de famille, la vie du cirque. Le cocher est attendu avec impatience à la 19. Et c'est une épreuve physique aussi, hein, presque sportive. J'aimerais vous y voir, c'est jeudi à 23h30. Bienvenue à Question d'info, mardi noir pour les bourses européennes. La crise grecque est-elle contagieuse? Faut-il redouter une réplique boursière à la crise financière? Et puis dans ce contexte, la France peut-elle mener à bien la réforme des retraites et dans le consensus? Invité de Questions d'info aujourd'hui, Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Woerth, Sylvie Malicorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors l'euro en chute libre, un vent de panique sur les bourses européennes. Est-ce que vous dites finalement, j'ai bien fait de changer de ministère, heureusement que je ne suis plus au budget? Non, mais c'est plutôt le ministère de l'économie qui suit les affaires internationales sur le plan économique. Donc non, la question s'est pas posée comme ça. Vous le savez bien d'ailleurs. Mais quand même, c'est une situation préoccupante ou pas? Bah oui, mais elle est préoccupante depuis le début de la crise financière, et c'est des répliques au fur et à mesure du temps de cette crise, avec une situation quand même particulière pour la Grèce, dû notamment au fait que au fond, les chiffres grecs, les chiffres que s'échangent les marchés, au fond, vous valez quoi? Ces chiffres étaient faux. La Grèce est passée de 6 à quasiment à 13% de déficit public affiché simplement par erreur statistique. Donc évidemment, ça donne pas confiance. Et c'est la traduction de ce manque de confiance, c'est le début de cette crise grecque. C'est pour ça d'ailleurs que la France, tout de suite, le président de la République a demandé à ce que l'Europe se mobilise pour enrayer la chute grecque, parce que la chute de la Grèce, c'est la chute de l'euro, enfin de l'euro dans son ensemble, de la zone euro. Actuellement, est-ce qu'il ne faut pas craindre un effet tache d'huile de la crise grecque? François Bayrou parle d'effet domino. D'abord, la crise grecque a été traitée par les Européens vite. L'Espagne est attaquée maintenant. Et l'Eurogroupe s'est réuni dimanche après le plan qui a été décidé par le gouvernement grec, qui est un plan difficile, mais qui est un plan, je pense, responsable de la part de la Grèce. Donc les marchés, au fond, spéculent plus contre la Grèce. Et ils ont bien raison, parce que la Grèce est hors danger. Alors évidemment, ils ont tendance un peu à se reporter vers d'autres pays dont ils considèrent qu'ils sont aussi sur lesquels ils peuvent exercer cette spéculation. C'est une grosse erreur. L'Espagne, le Portugal n'ont rien à voir avec la Grèce. C'est des pays dans lesquels, d'abord, c'est des pays plus puissants sur le plan économique, et c'est des pays aussi dont les chiffres sont bien meilleurs que ceux de la Grèce. Ils sont moins endettés, voilà, donc ça n'a rien à voir. Et donc il faut rassurer, il faut que surtout l'euro et que l'Eurogroupe et que la zone euro trouvent une vraie gouvernance économique, c'est-à-dire